Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette 8e édition de Planète, l'émission des étudiants à la maîtrise en journalisme international de l'Université Laval. Mon nom est Daphné Lemelin et je vous entraîne avec moi pour le dernier tour du globe de la saison. Planète. Planète. Programme de l'émission. Les personnes trans restent marginalisées et souvent incomprises dans notre société. Le gouvernement québécois propose une loi pour mieux protéger leurs droits. La comète Ison, vieille de 4,5 milliards d'années, n'est plus. Mais est-ce que l'intérêt scientifique pour la comète du siècle subsiste? Mais tout d'abord, un conflit déchire les populations de la République centrafricaine. La communauté internationale décide finalement d'agir. Au centre de l'Afrique, un régime démocratique fragile est en train de se fissurer. En République centrafricaine, les combats ont forcé la fuite de plus de 400 000 personnes et un nombre inconnu de citoyens y a trouvé la mort depuis le coup militaire de mars 2013. Ruby Reintraka nous amène en Centrafrique. Au cœur de l'Afrique, une démocratie fragile se déchire. On est en République centrafricaine, plus précisément à Buka, dans le nord-ouest. Cette bourgade de province est une des dizaines de villes fantômes, brûlées et vidées par la guerre civile qui dure depuis 9 mois. Dans ce pays de 5 millions, 400 000 personnes ont fui leur maison. Le nombre de morts est inconnu. En mars dernier, la milice rebelle Seleka a déposé le président élu François Bozizé, un catholique, et mis au pouvoir Michel Djotodia, un musulman. Depuis, le conflit politique a pris un caractère religieux. Certains, dont le ministre des Affaires étrangères français Laurent Fabius, parlent de génocide. Bruno Charbonneau est spécialiste des géopolitiques d'Afrique francophone à l'UQAM. Il parle d'un pays oublié. C'est un pays excessivement pauvre, l'un des plus pauvres, des 5 plus pauvres de la planète. C'est en plein milieu de l'Afrique aussi. Disons qu'il y a peu d'intérêt géostratégique pour intéresser les puissances. Le père Philippe Zilaya est conseiller à la communauté centrafricaine Songo-Canada et communique régulièrement avec des communautés religieuses en Centrafrique. Derrière cette crise politique, il y a un affrontement, je vais dire, social entre la confession religieuse, les chrétiens contre les musulmans. Voilà, je vais dire les musulmans contre les chrétiens. Et cela part d'un certain courriel que le président de transition actuel en République centrafricaine aurait lancé aux groupes musulmans en Arabie Saoudite. Ils se sont mobilisés pour venir à Bangui, la capitale, renverser le président, prendre le pouvoir et essayer d'implanter la charia. Félicien Ndarata étudie à l'Université Laval. En janvier, il est allé voir ses proches à Bangui, la capitale. Il ne reconnaît plus son pays. Il n'y a aucun contrôle sur les rebelles qui ont pris le pouvoir. D'un moment à l'autre, ils peuvent investir ta maison et tout ramasser. Et ils sont pas inquiétés. Donc tout le monde craignait pour sa vie. C'est tous les 623 000 km² de la RCA qui est affecté. Tout est détruit. Quand le chef rebelle Michel Djotodia s'est autoproclamé président en août dernier, un de ses premiers gestes était de dissoudre la Seleka. Mais cette déclaration semble être lettre morte. Les médias, les communautés religieuses et les citoyens ordinaires blâment la Seleka pour des violences, des pillages et la discorde. Ces malfaiteurs qui ont été venus attaquer la ville, ils ont l'intention de cela. Ils ont l'intention de faire réunir les deux communautés en guerre. Mais ce n'est pas l'intention des restes de populations chrétiennes comme musulmans. Nous, on a passé un temps ensemble, des siècles qu'on avait vécu la Centrafrique. Maintenant, les anti-Balaka, des milices d'autodéfense pour la plupart chrétiens, prennent des armes eux aussi. Plus personne n'assure le maintien de l'ordre. La France et l'Union africaine envoient chacune un millier de troupes de maintien de la paix pour ajouter aux forces de sécurité déjà sur place. En total, moins de 5 000 soldats essaieront de stabiliser un pays presque aussi grand que la France elle-même. Historiquement, la présence militaire française a toujours eu, ou certainement dans plusieurs cas en Afrique, au minimum un effet dissuasif. Mais Félicien Ndarata craint que ce ne soit trop peu, trop tard. Ils ont pris beaucoup de temps à attendre. Et là, la situation se détériore du jour au jour. Les gens qui ne sont pas instruits, ils sautent sur n'importe quelle occasion, on leur donne des armes.
moyennant peut-être quelques 10 $, tout ça, ils pensent que c'est beaucoup d'argent. Il faut que cette guerre-là s'arrête. La population civile n'est pas à l'origine, ils sont seulement victimes. Et je ne sais pas pourquoi ceux qui ont déjà pris le pouvoir continuent d'agresser la population. Alors, Ruby, le conflit a débuté l'hiver passé. Pourquoi est-ce que la communauté internationale s'implique seulement maintenant? Au début, c'était un conflit armé interne et donc la responsabilité du gouvernement Bozizé. Mais maintenant, avec la participation des mercenaires étrangers, on l'a entendu, et la menace pour la stabilité des pays voisins, la rébellion devient un conflit international et donc une responsabilité internationale. Merci, Ruby. On l'avait baptisée la comète du siècle. Aisun devait atteindre une brillance semblable à celle de la Lune et être visible à l'œil nu. Mais lors de son passage près du Soleil, son noyau s'est désintégré sous l'effet de la chaleur. Et à Cheveker, toute la communauté scientifique internationale s'était intéressée au phénomène Aisun. Est-ce que cet intérêt-là meurt avec la comète? Non, au contraire, les scientifiques ont pu observer la comète faire la moitié de son cycle et les données recueillies au cours de la dernière année vont permettre d'en savoir plus sur la formation de notre univers. On vous accompagne dans l'espace. Le 28 novembre dernier, la comète Aisun fait son premier et unique passage au périhélie, point le plus proche du Soleil. Au cours de son voyage, celle qu'on appelait la comète du siècle devait atteindre une brillance semblable à la Lune et être visible à l'œil nu. Mais elle n'aura pas survécu à son périple, se désintégrant sous la chaleur du Soleil. Depuis sa découverte en 2012, Aisun a tenu en haleine chercheurs et astronomes amateurs. Selon le directeur du télescope de l'Observatoire du Mont Mégantic, Robert Lamontagne, c'est à cause du caractère unique de la comète. La comète Ison, ce qu'il y a de particulier avec cet objet, c'est que les comètes viennent, ce sont des objets du système solaire qui viennent généralement des confins du système solaire, donc de très très loin. Une comète, à la base, c'est pas très très gros. Le noyau, c'est un mélange de glace, de roche, de sable, et c'est relativement petit et c'est froid. Et donc, ça ne réfléchit pas beaucoup de lumière. Mais quand ça approche près du Soleil, les gaz se subliment, puis là, ça forme les queues de la comète derrière. C'est ce qui rend l'objet assez spectaculaire. Et la comète Ison, elle avait ceci de particulier, c'est que c'était son premier passage près du Soleil. Donc, c'est un matériel qui n'a jamais été chauffé. Il n'a jamais été altéré. Originaire du nuage d'Oort, des extrémités de notre univers, Aisun a voyagé pendant des millions d'années pour atteindre notre système solaire. Malgré sa désintégration, la comète n'aura pas déçu les chercheurs. Au contraire, la masse de données recueillies au cours de la dernière année permettra d'en apprendre plus sur la formation de notre univers. This comet has been flying around the outer solar system for millions of years now at this point. So it's got these elements that have been locked in ice for millions of years from potentially the early solar system formation. So as it approaches the sun and this ice starts to melt and these elements get released, you get essentially a time capsule of these elements that were locked into ice near the origin of the early solar system. C'est comme si on avait un portrait de la formation du système solaire. Quelles étaient les conditions chimiques, quelles étaient les conditions physiques qui régnaient au moment où le système solaire, donc la Terre, le Soleil, les autres planètes, tout ça s'est formé. À l'image de la comète Aisun, l'univers est imprévisible et mystérieux. C'est ce qui continue à fasciner l'homme et à le pousser à scruter les phénomènes de l'espace. Pour Laurie et Marianne, étudiantes en astronomie, les comètes ouvrent même de nouveaux horizons. Ça se déplace, ça bouge, ça change, ça disparaît, ça retourne ensuite vers les confins du système solaire. Donc, c'est un peu comme une porte vers la compréhension de l'univers. C'est de se rendre compte finalement qu'il y a des choses autour de nous qui ne sont pas nécessairement accessibles. Puis une fois de temps en temps, là, la comète vient nous rappeler que ouais, ça bouge autour, puis il y a d'autres choses finalement que ce qui se passe dans notre petite bulle terrestre. C'est qu'il y a tellement d'inconnus, je trouve que c'est fascinant à explorer. Là. Il y a encore tellement de choses à essayer de comprendre, puis à étudier que c'est juste fascinant de se rendre compte à chaque fois le fonctionnement d'un nouveau mécanisme, puis se rendre compte que oui, on n'est vraiment rien comparativement à tout ce qui se passe autour de nous. On est tellement minuscule quand on regarde toute la grandeur de l'univers. Là.
Même si beaucoup de scientifiques et d'amateurs auraient aimé observer Ison pendant plus longtemps, la comète permettra au cours des prochains mois et années d'en apprendre plus sur la formation de notre univers. Elle témoigne aussi de cet intérêt continu des hommes pour l'inconnu et le mystère qui nous entoure. La population québécoise vieillit et pourtant les cimetières de la province passent un moment difficile. Le nombre de mises en terre a chuté dans les dernières années et des centaines de cimetières sont laissés à l'abandon faute de clientèle. Timothée Villard, qu'est-ce qui explique cette situation? C'est la conséquence indirecte d'une baisse de la pratique religieuse. C'est aussi un changement de mentalité plus profond. Aujourd'hui, souvent pour des raisons économiques, plus de la moitié des défunts sont incinérés au Québec et les générations actuelles semblent moins prêtes à suivre le rite chrétien traditionnel. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement, cette hausse des crémations? Eh bien, il n'existe actuellement aucune loi au Québec pour encadrer la disposition des cendres humaines. Et selon que les gens sont prêts ou non à dépenser plusieurs milliers de dollars pour les restes de leurs disparus, eh bien, certains préfèrent soit les disperser n'importe où, soit les conserver avec eux, mais parfois dans des urnes très personnalisées. On regarde ce que vous avez préparé. Cimetière cherche défunts. Comme ailleurs en Occident, le taux d'incinération n'a cessé d'augmenter au Québec depuis les années 90. Moins de mise en terre, plus de concurrence des entreprises privées. À l'Association des cimetières chrétiens québécois, la situation inquiète. C'est plus un automatisme d'aller à l'Église catholique, de faire la funéraille là et de se faire inhumer dans son cimetière paroissial. L'Église n'a pas su s'adapter ou ne voulait pas nécessairement s'adapter. Aujourd'hui, il y a un choix possible et il y a une compétition. Il y a apparu des cimetières privés, des columbariums dans des entreprises funéraires. Bien, ça fait en sorte que si tu ne t'adaptes pas, bien, les gens vont aller où est-ce que nous offrons le service adéquat. Les cimetières ont la même optique, doivent se regrouper puis offrir une offre de service qui est beaucoup plus grande. Il y a beaucoup de choses qui bougent dans le monde funéraire. Donc, on se rend compte que partout dans le monde, les gens sont à l'écoute de plus en plus de leurs clients. Martine Ricard s'est engagée dans cette voie de personnalisation des funérailles. Cette célébrante tient à échanger avec ses clients avant même leur décès. La personne, elle n'est pas décédée encore, mais tout est prêt, tout est finalisé. Et si on a à réajuster, je vais réajuster au fil du temps qui va passer. Donc, c'est là la beauté de la chose, c'est qu'il y a une complicité. On n'est pas juste un intervenant qui agit devant une foule, qui va faire une prestation de service. On est un intervenant qui a connu cette personne-là, à plus ou moins, à différents niveaux, à différents degrés. Mais c'est beaucoup plus personnel comme intervention. Une personnalisation qui peut vite devenir très matérielle. Dans les pays où la disposition des cendres humaines n'est pas réglementée, des urnes funéraires d'un nouveau genre font leur apparition. Par exemple, j'en ai ici, je les ai mis tout à l'heure. Donc ça, c'est 2 nouvelles urnes funéraires, donc c'est vraiment fascinant. C'est du polycarbone, donc c'est des choses qui sont très, très intéressantes. De nombreux sites Internet proposent, souvent pour plusieurs milliers de dollars, des produits et des services qui poussent encore plus loin ce besoin d'originalité. Nous avons rencontré le directeur d'un de ces sites, l'Américain Jeff Stabb. Basically, I sell everything that holds ashes. Urns, jewelry, diamonds, crystals, photos. I ship all over the world. UK, Australia, Singapore, Japan, China, all over. But more people looking for alternative funeral arrangements, looking for celebrations of life, more personalized service. Mais tous ne sont pas prêts à franchir ce pas. À la direction des cimetières, on estime que l'absence de réglementation sur les cendres humaines ouvre la porte à des dérives individuelles. C'est épouvantable. On a retrouvé des cendres dans des conteneurs à déchets. C'est pas vraiment l'endroit. Dans des sous-sols de maisons, dans des voitures, dans le porte-gants. Là. Ce qu'on voit dans les films, la poussière qui vole au vent, là, c'est pas ça. Là. C'est des ossements broyés. Lorsqu'on vit des deuils, on n'est plus nous-mêmes souvent. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises trop hâtivement, qui sont pas toujours de bonne loi. Là. Si au moins on balise, de consigner que les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et de déposer au moins les urnes funéraires dans un endroit qui est digne, ce serait déjà un grand pas en avant. Les cimetières sont toujours là pour les gens. On n'est pas disparus, là. On est très vivants. Si la loi funéraire de 1974 venait à être modifiée, le Québec rejoindrait la France et l'Allemagne en termes de restrictions éthiques. Reste à savoir si ce sera suffisant pour redonner aux cimetières leur clientèle.
Les lois québécoises ne cadrent pas avec les réalités des personnes transgenres, transsexuelles et intersexuelles. Mais le projet de loi 35 du gouvernement cherche à modifier le Code civil pour mieux protéger les droits des personnes trans. Édith Drouin, en quoi consiste exactement cette refonte du Code civil? La loi lève l'obligation pour les personnes trans de publier leur changement de nom. Bon, pour l'instant, ils sont obligés de publier leur ancien nom, leur nouveau nom et leur adresse dans un journal local. Dans la loi québécoise actuelle, la chirurgie de changement de sexe est obligatoire pour changer son sexe légal, c'est-à-dire celui sur ses papiers. Mais avec le nouvel amendement, ça ne sera plus nécessaire. On regarde ça avec vous. I say trans, you say power, trans! Power! Trans! Power! I say trans, you say justice, trans! Justice! Les gens se mobilisent partout sur la planète pour défendre les droits de la communauté LGBT. Mais au-delà des gays, lesbiennes et bisexuels, il y a aussi les trans. Au Québec, les lois sont très peu adaptées à ces gens dont le sexe physique ne concorde pas avec le sexe psychologique. Le projet de loi 35 pourrait changer la donne. Il y a un amendement qui a été présenté par les députés pour retirer l'obligation de modification des modifications corporelles. Ces modifications corporelles-là, en passant, on parle d'une vaginoplastie et d'une hystérectomie complète pour un homme trans, ce qui veut dire à la fin que les personnes sont stériles, donc ne peuvent pas avoir ou faire d'enfants. Ce ne sont pas tous les trans qui souhaitent entreprendre la chirurgie de réassignation sexuelle. Certains se limitent uniquement au traitement hormonal. Suite à cette démarche, leur carte ne concorde plus avec leur apparence. Mathieu Joël Gervais a vécu ce dilemme pendant sa transition, mais certains le vivent tout au long de leur vie. Quand on fait un changement de sexe, on a l'air très jeune, surtout pour les femmes qui deviennent des hommes. Là, pendant un bout de temps, on a l'air de 14 ans. Donc, même si j'en avais 28, 27, là, je me faisais demander mes cartes d'identité à la SAQ quand j'allais acheter une bouteille de vin. Puis là, les cartes ne correspondaient pas à mon apparence. Puis là c'est une fausse carte. Non, c'est pas une fausse carte. Là, je sors toutes les cartes du portefeuille pour y montrer que j'avais toutes mes cartes au nom de Marie-Joëlle, que c'était moi, t'sais. Moi, ça me dérange pas d'y faire face, mais il y a des personnes trans qui ne voyagent plus, qui n'ont pas de permis de conduire, qui s'empêchent d'aller acheter des bouteilles de vin, je veux dire... parce que, justement, ils ne veulent pas faire face à ces situations-là embarrassantes. Si le projet de loi n'a pas été adopté avant, c'est qu'il bouleverse une notion de base de la société contemporaine. Un ministre me dit ça, il me dit « Êtes-vous conscient, monsieur, que quand un bébé naît, puis le bébé a un pénis, puis on dit ceci est un garçon, puis le bébé naît avec un vagin, ceci est une fille », êtes-vous conscient que qu'est-ce que vous demandez là, ça nous oblige à redéfinir ça, t'sais? Ça nous oblige à dire le sexe biologique ne fait pas l'identité de genre. L'Ontario est la seule province canadienne qui permet le changement de sexe légal sans la chirurgie de réassignation sexuelle. Le Québec pourrait lui aussi être un pionnier avec le projet de loi 35. On parle d'un moment historique, d'un potentiel de moment historique au Québec. Présentement, aucune législation dans le monde n'a fait ce genre de modification-là sans avoir été en cours ou encore devant les droits de la personne. Donc, le Québec, par ce moment-là aujourd'hui, pourrait être la première législation dans le monde qui ferait ces modifications-là sans avoir été amenée en cours. Donc, on espère que les députés vont être capables de voir l'importance de ce moment-là et comment on pourrait être vraiment cool au Québec. En Europe, 24 pays exigent toujours la stérilisation pour la modification du sexe légal. Le pays ambassadeur du droit des trans se situe plutôt en Amérique latine. Argentina is the champion for now. They definitely have the best law existing right now, which doesn't require any surgeries, any diagnosis, no evaluation by psychiatrists or psychologists or any hormonal treatment. Le projet de loi 35 est un pas vers l'avant pour le droit des trans. Mais il y a encore beaucoup à faire. Le changement de sexe légal n'est pas accessible aux moins de 18 ans et demeure réservé aux citoyens canadiens. Un mouvement de contestation prend de l'ampleur en Ukraine.
Depuis les dernières semaines, la population est descendue dans la rue pour exprimer son mécontentement envers le gouvernement de Viktor Yanukovych. Ce dernier a fait volte-face dans son engagement électoral de raffermir les liens entre l'Ukraine et l'Union européenne. Et pour approfondir la question, j'ai en ma présence M. Daniel Caron, ancien ambassadeur canadien en Ukraine et actuellement diplomate en résidence et chercheur associé aux Hautes études internationales. M. Caron, bonjour. Bonjour. Il y a des centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont descendus dans la rue, autant à Kiev, la capitale, que dans d'autres villes ukrainiennes. Après la révolution orange de 2004, en regardant les révolutions dans le monde arabe plus récentes, est-ce qu'on est en train de parler d'un printemps orange en Ukraine? Non, je pense que la situation est une réponse à une décision spécifique. L'agenda ukrainien est établi et la course ou la voie vers l'Union européenne est comme tracée. Par contre, sur le chemin de la démocratisation, sur le chemin d'une plus grande intégration avec l'Europe, ce que les Ukrainiens désirent, bien, il peut y avoir des problèmes, mais ceci, c'est un problème spécifique. Je pense qu'il va se régler à court et moyen terme. On va avoir des élections présidentielles en 2015. C'est très important. Et justement, on parle souvent que la Russie pourrait avoir une influence, voire avoir menacé le président ukrainien. Quel regard porte la Russie sur les événements des dernières semaines en Ukraine? Bon, de toute évidence, j'imagine qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait une réponse de la population de cette envergure. La réponse de la population est tout à fait légitime. Ça fait plus de 10 ans. Hein, le pays est indépendant depuis 22 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'on négocie avec l'Union européenne pour cette entente. On était à la veille de signer. Et à la dernière minute, suite à certaines discussions entre la Russie et l'Ukraine, le président Yanukovych change d'idée. Alors, la réponse est importante, mais elle est tout à fait légitime. Donc, la Russie et l'Ukraine sont actuellement face à un problème de très court terme qu'ils doivent régler, parce que les gens ne peuvent pas rester dans la rue. Et Mme Yushchenko, qui est en prison, l'ex-première ministre et l'ex-candidate présidentielle, alors il y a un problème qui nécessite une solution de très court terme, dans les prochains jours, prochaines semaines, et ça faut que ça évolue. Et vous avez été vous-même ambassadeur durant 3 ans en Ukraine. Quel était le rôle du Canada et votre rôle personnel en Ukraine? Bien, écoutez, un ambassadeur représente son pays, les intérêts et les valeurs de son pays. Cependant, en Ukraine, on a un agenda très spécifique parce que c'est un pays qui est en voie de démocratisation, comme je le disais tout à l'heure. Ils construisent leurs institutions. Ils combattent une corruption qui est endémique, qui est partout dans la société. Il y a une instrumentalisation du système judiciaire. On l'a vu avec l'ex-première ministre et candidate présidentielle qui est en prison depuis 2011. C'est tout à fait inacceptable. C'est aucun respect des droits de la personne ici. Et je ne m'embarque pas ici dans le cas judiciaire comme tel. Tout ce qu'on demande, c'est un procès équitable et transparent. Donc, le Canada joue un rôle avec les partenaires de la société civile qui sont en Ukraine pour les aider, et les autorités ukrainiennes. On travaille aussi avec les autorités ukrainiennes pour faciliter la transition d'un pays qui a hérité d'un héritage d'institutions soviétiques vers des institutions modernes, transparentes, démocratiques. Donc, les Ukrainiens veulent un pays normal et on les aide et on travaille avec eux. Merci beaucoup, M. Caron. Je vous en prie. Je vous rappelle que M. Daniel Caron est un ancien ambassadeur canadien en Ukraine et actuellement diplomate en résidence et chercheur associé aux Hautes études internationales de l'Université Laval. La série des J'ai vu de cette saison de Planète a commencé sur une barque en Casamance, au Sénégal. Eh bien, on la clôture sur une autre barque, cette fois au Mexique. Rabia Kabaj, vous avez séjourné cet été durant 6 semaines à Mexico et vous en êtes revenu ébloui par la richesse culturelle de la capitale mexicaine. Tout à fait, Daphné. C'est pour ça que je vous propose aujourd'hui de m'accompagner à Xochimilco, cet arrondissement célèbre pour ses jardins flottants datant de l'époque des Aztèques et que certains surnomment la Venise mexicaine. On embarque avec vous. À 20 km au sud du centre-ville de Mexico, Xochimilco nous ouvre ses portes, ou plutôt nous offre ses trajineras, ces barques colorées et décorées, portant presque toutes des noms de femmes. La promenade peut commencer. Bulle d'oxygène au sein d'une métropole bouillonnante, Xochimilco est le seul vestige conservé
d'aménagement préhispanique du territoire dans les lagunes du bassin de Mexico. On peut y voir les quelques jardins flottants qui existent encore, les chinampas. Dans ce lieu où poussent les fleurs, comme l'ont appelé les Aztèques, Mexicains et touristes viennent se ressourcer et se divertir au cours de promenades qui durent entre 2 et 3 heures. On passe un bon moment en écoutant les mariachis reprendre des grands classiques du répertoire traditionnel mexicain. Aussi bien entre amis qu'en famille. On mange, on trinque, on festoie dans un lieu unique, avec une âme, un charme tout particulier. Alors laissez les gondoles à Venise et venez profiter de ce Barrio Mágico, ce quartier magique. C'est déjà tout pour aujourd'hui et pour cette saison de Planète. Vous pouvez revoir nos émissions en ligne sur notre blog ou via notre page Facebook et y découvrir le bêtisier de l'équipe. Vous pouvez aussi revoir les émissions en rediffusion sur le canal Savoir. Merci d'avoir été des nôtres et à l'année prochaine pour une autre saison de Planète!